Derrière cette charpente, il y a une forêt. Au cœur de Notre-Dame, une série de podcasts par Passion médiéviste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 6e épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans cet épisode, je vous propose de retrouver Olivier Chalut, le doctorant qui travaille sur la construction de la cathédrale et que vous avez pu entendre dans les épisodes précédents. Je vous propose de l'écouter vous donner son point de vue sur les enjeux de la future restauration. Juste une chose, cette interview ayant été enregistrée fin 2019, certaines réflexions et hypothèses auront déjà trouvé des réponses, mais je pense que ces réflexions sont toujours intéressantes à écouter. Tout d'abord, Olivier Chalut évoque les problématiques autour de la restauration de la charpente de la cathédrale. Alors déjà, il faut reconstruire une charpente parce que la charpente a une fonction que seule une charpente peut garantir, qui est de porter une couverture qui permet à l'édifice de ne pas être trempé à chaque fois qu'il y a une averse. Donc il faut construire une charpente. Ensuite, est-ce que la charpente doit être en bois ? Est-ce qu'elle doit être dans un autre matériau ? Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Je pense que il faut d'abord se dire que la charpente est un objet patrimonial, était un objet patrimonial et qu'il faut en refaire un objet patrimonial. Et là, je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi est-ce que cette charpente, elle était si précieuse. Elle n'était pas si précieuse parce qu'elle était cachée et que personne ne la voyait et que du coup, elle générait dans l'imaginaire des gens quelque chose d'un petit peu féerique. Enfin, ça peut contribuer ou apporter des éléments de réponse. Mais pour les gens qui s'intéressent au patrimoine et qui la connaissaient, elle avait une valeur en tant que telle. Alors, la valeur d'une charpente comme celle qu'avait Notre-Dame, je pense qu'elle réside d'abord dans le fait qu'elle est assez unique. On n'a pas beaucoup de grandes charpentes médiévales qu'on ait conservées en France. En Île-de-France, il en reste deux, celle de la cathédrale de Meaux et celle de la collégiale de Mantes. Maintenant, même si les époques de construction de ces deux édifices sont à peu près les mêmes que celles de Notre-Dame de Paris, c'est pas pour autant que les charpentes sont mises en œuvre en même temps. Et en fait, forcément, les évolutions des techniques de charpenterie font que, entre une charpente qu'on va construire une année donnée et une charpente qu'on va construire 20 ans après, il va y avoir des écarts. Et en fait, il faut à chaque fois qu'on réfléchit à ces questions ou à ces édifices, les considérer pour eux-mêmes, mais aussi voir comment est-ce que ce qu'ils nous racontent résonne dans un ensemble d'objets qui nous parlent de la civilisation médiévale. Du Moyen-Âge, finalement, des éléments bâtis qu'on ait conservés en quantité, il n'y a que les églises. On a quelques forteresses, mais enfin, c'est un petit peu disséminé, on a quelques ponts, on a quelques demeures seigneuriales, mais ce qu'on a vraiment conservé, je dirais, en série, et qu'on peut analyser en série pour comprendre, rentrer dans l'histoire des techniques, ce sont les églises, et les charpentes, faisant partie de cet ensemble, nous donnent un éclairage. Donc la charpente de Notre-Dame, elle était intéressante parce qu'elle faisait partie d'une série, et que cette série de charpentes nous permet de comprendre l'évolution de la pensée humaine. Quand j'ai commencé ma thèse, mon directeur de thèse m'a dit « Vous pouvez bien étudier ce que vous voulez, mais si vous oubliez l'homme, vous n'avez rien compris. » Je pense que la question, elle est là. C'est qui l'homme qui construit cette charpente ? C'est quoi ses problèmes ? Le but du jeu, c'est, pour moi, de m'asseoir à côté de lui, dans son chantier, de le regarder faire, et entre guillemets, d'être un petit peu compatissant, de souffrir avec lui dans les démarches intellectuelles qu'il doit faire, et d'essayer de l'accompagner dans ses pensées, d'essayer de me nourrir de ce que mon imaginaire me reflète de ce qu'il est en train de faire. Ensuite, ce que cette charpente avait de particulier pour elle-même, c'était évidemment toutes ces marques de charpenterie
qui numérotait les pièces, qui nous permettait de comprendre concrètement comment est-ce qu'elle a été assemblée, parce qu'une charpente, c'est un objet qui est préfabriqué, qui est fait de panneaux successifs qu'on appelle des fermes, qui ont des formes de triangles globalement, pour simplifier les choses. Et ces triangles, donc, qui à Notre-Dame de Paris faisaient 15 mètres de côté, hein. En grosso modo, imaginons un triangle équilatéral de 15 mètres de côté, ou 14 mètres de côté, c'est à peu près ça. Donc 15 mètres, c'est un immeuble de 4-5 étages, hein. C'est conséquent en termes de taille. Eh bien, ces grands triangles-là, il y en avait un tous les 80 cm, à peu près. Alors, il y en avait qui étaient un petit peu plus denses que d'autres, je passe un peu le détail. Et donc, évidemment, derrière cette charpente, il y a une forêt. Il y a le terme de forêt qui était communément utilisé pour la désigner, et en fait, ce terme de forêt vient du fait qu'il a fallu une forêt pour bâtir cette charpente, pour récupérer les pièces de bois dont on avait besoin. Alors, on ne sait pas quelle est cette forêt, s'il s'agissait véritablement d'une forêt unique, c'est un surnom qu'elle a pris je ne sais pas à quelle époque. Mais toujours est-il que derrière ça, il y a un enjeu de production de bois. Et en fait, quand on a des données dendrochronologiques, c'est-à-dire une datation qu'on peut faire d'une pièce de bois par l'analyse des fibres du bois. En fait, les cernes du bois sont plus ou moins espacées selon que les années sont plus ou moins bonnes pour que l'arbre pousse. Et donc, en fait, on a des années avec des cernes plus resserrées, d'autres avec des cernes plus espacées. Et en fait, ça nous donne des séries un peu comme un code-barre. Et après, on récupère la pièce de bois, on regarde ses cernes et on peut dire, bah tiens, cet arbre-là a été abattu au printemps 1252, il avait 54 ans. Et on peut faire ce genre d'études à l'échelle de la charpente dans son ensemble. Donc c'est vraiment intéressant, ça nous permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a derrière comme tissu forestier. Et puis les grands spécialistes de la question savent, en regardant ces éléments, comment est-ce que la forêt est exploitée, et peut-être dans quelles conditions, et voir que on a plus ou moins un plan forestier qui est adapté pour faire pousser les arbres qu'on va récupérer pour construire la charpente de Notre-Dame de Paris. Et en fait, plus l'église est large, plus les poutres horizontales qui traversent l'église sont longues, et donc plus ce sont des arbres qui sont grands. Et donc plus il faut de temps pour les faire pousser, et donc plus la charpente a une importance de premier ordre dans la chronologie générale de l'édifice. On se rend compte quand on analyse le sujet qu'à partir d'une certaine hauteur, les voûtes sont construites non pas par des coffrages qu'on va mettre dessous et puis on va poser la voûte par-dessus et ensuite on enlève le coffrage, mais plutôt des coffrages qui sont suspendus. Et pour que le coffrage puisse être suspendu, il faut qu'il y ait au-dessus des éléments où on peut suspendre le coffrage. Et donc, il nous faut une charpente. Donc, voilà, le sujet boucle. En fait, la charpente, elle est tout à fait déterminante dans la façon dont le chantier va se dérouler. Et ça veut dire aussi que si l'église est petite, les voûtes sont basses. Donc la question s'aborde différemment. Et dans les régions où on n'a pas de bois, par exemple, comme en Espagne, par exemple, la cathédrale de Barcelone n'a pas de charpente, donc les techniques constructives vont être différentes. Donc il y a quelque chose de la charpente qui nous parle un petit peu des spécificités régionales et des contraintes derrière qu'il y a et nous font comprendre que finalement un chantier de cathédrale, c'est pas 25 bonhommes qui sont sur un chantier avec un architecte de génie qui leur donne des ordres que les types ne peuvent pas comprendre. Non, un chantier de cathédrale, c'est évidemment un site de travaux, c'est des carrières où on sort les pierres, c'est des forêts où on exploite des arbres, où on fait pousser des arbres, c'est des ateliers de maître verrier où on va produire des pièces de verre. On pourra évoquer la même question dans tout un tas de domaines, de la tuile jusqu'aux pièces de métal, en passant par tout ce qu'on veut. Voilà un petit peu ce que c'est qu'une charpente médiévale. Maintenant, la question de refaire une charpente, évidemment, c'est un objet patrimonial, il faut en refaire un objet patrimonial. On ne peut pas se permettre de mettre sur le toit de Notre-Dame de Paris une vulgaire charpente en métal comme on trouverait dans un hangar. Maintenant, on peut aussi supposer qu'on arrive à faire de très très belles charpentes en métal. On peut dire aussi que finalement, le bois est le seul matériau dont on ait un retour d'expérience de comportement sur tant d'années. Les charpentes métalliques les plus anciennes qu'on ait, elles datent du tout début du 19e siècle, et dans les conditions qui sont les conditions
de Notre-Dame de Paris. En fait, on peut citer la charpente de la cathédrale de Chartres, qui, je crois, date des années 1850 ou 1860. Voilà, là, on va avoir le plus ancien cas connu. Alors, elle va bien, mais bon, comment elle ira dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, les questions peuvent être ouvertes. Et les mêmes questions se posent sur le béton, en fait, où là, on a un retour d'expérience qui est encore plus court. Et puis, des belles charpentes en béton, on a un bel exemple. La cathédrale de Reims a sa charpente qui est en béton. Il faut absolument que les auditeurs qui ne l'ont pas vue, il faut absolument y aller. Pas se dire qu'il faut y aller avant qu'elle brûle, parce qu'elle ne brûlera pas, mais il faut aller la voir. Et donc ça, c'est un autre aspect. C'est est-ce que le matériau peut brûler ou pas brûler, et est-ce qu'on est exposé au même risque? Donc la question s'entend aussi sur le matériau. Il y a aussi l'occasion de se dire, pour la première fois, on peut peut-être essayer de faire de l'archéologie expérimentale à large échelle, se dire, on prend cette charpente de Notre-Dame de Paris et on en fait un projet pour essayer de la refaire de la même manière. Et on va se rendre compte, évidemment, qu'on n'y arrive pas. Et donc, il va falloir qu'on cherche des solutions. Et le fait de se mettre les pieds dans la boue à côté des bâtisseurs médiévaux, à côté des charpentiers du XIIIe siècle, c'est l'occasion de se poser des questions qu'on ne se posait pas avant et de mieux comprendre quelque chose sur leur travail. Donc, en fait, finalement, cette question de remplacement de charpente est une question qui est extrêmement complexe. Et il faut que on arrive à avoir vraiment une dynamique de discussion avec tous les spécialistes, toutes les personnes qui ont un éclairage à donner, aussi bien des spécialistes de charpente médiévale, ce que je ne suis pas, que des spécialistes de charpente plus récentes du 19e siècle, du 20e siècle. Quels sont les exemples qui ont été mis en œuvre à droite ou à gauche, et puis une fois qu'on a tous les éléments, on pourra décider. Je pense que la première étape, la chose la plus importante, c'est vraiment d'avoir tous les éléments posés sur la table à fond, en fait. Faut-il reconstruire la flèche? Je pense qu'on peut poser la question à l'envers. Faut-il ne pas reconstruire la flèche? Pourquoi est-ce qu'on la reconstruirait pas, en fait? Il y en a toujours eu une. Il y en a toujours eu l'idée d'une, je pense, dès les tout premiers temps du chantier. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on n'en reconstruirait pas une. Ou alors pour redonner à la cathédrale un état qui se trouve entre la Révolution française et le chantier de restauration, c'est-à-dire les 40 premières années, grosso modo, du 19e siècle, où la cathédrale était dans un état déplorable. On va pas restaurer un état déplorable à Notre-Dame de Paris, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Ensuite, les documents qui ont pu être rédigés, comme la Charte de Venise, qui sont issus de l'expérience humaine relative à la restauration de monuments historiques, dit qu'il faut restituer l'édifice dans son dernier état connu. Son dernier état connu, c'est une cathédrale avec une flèche, au moins ça là-dessus. Après, on peut débattre de plein de choses, de savoir ce qu'est cette flèche, est-ce qu'elle est pseudo-médiévale, est-ce que c'est une création tout à fait pleine et entière du 19e siècle, etc. etc. Ça, c'est pas la question que je pose aujourd'hui. C'est-à-dire que elle en avait une, il faut en refaire une. C'est un élément central du paysage urbain parisien. Donc ça, évidemment, ça compte. C'est un repère. Ce repère-là, il a du sens parce que ça marque la présence de Notre-Dame de Paris dans la ville. Si on prend un exemple beaucoup plus contemporain, qui est celui de la dernière cathédrale qui a été consacrée en France, c'est la cathédrale de Créteil. On est en septembre 2015. Il y a un clocher à Créteil qu'on voit depuis extrêmement loin, qui est un clocher qui fait peut-être 70 mètres de haut, qui est en bois, qui ressemble en fait exactement à une flèche, sauf que c'est un clocher qui est à côté de la cathédrale. Mais voilà, ce marqueur urbain, il a du sens, évidemment, pour le lieu en tant que lieu spirituel et lieu de foi et lieu liturgique, mais il a du sens d'un point de vue urbain, de la présence d'une communauté parmi d'autres. Et ça évoque la diversité de la population parisienne, qui est une beauté avec laquelle il faut pas combiner, mais dont il faut réussir à sortir du fruit.
Est-ce qu'avec l'évolution du technique, et malgré tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut quand même imaginer, en fonction des choix qui seront faits, peut-être des choix politiques, plus politiques que architecturaux, est-ce qu'on peut imaginer peut-être une cathédrale qui a vraiment un aspect totalement différent de ce qu'on a pu voir avant l'incendie ? Comme en fait le fait que Paris aujourd'hui ne ressemble à rien au Paris du 19e siècle ou au Paris du Moyen-Âge. On peut penser à des monuments comme par exemple le Pompidou qui ont vraiment changé l'aspect de Paris, qui n'ont pas été appréciés au début mais qui finalement font partie du paysage aujourd'hui. Oui, on peut faire beaucoup de choses. D'un point de vue technique, je pense que les limites ne sont pas forcément là, les limites elles sont peut-être ailleurs, où je crois que évidemment si l'homme se pose la question de savoir s'il peut tout faire, il va se mettre en tête de tout faire. C'est humain. La question, elle est peut-être de se dire quel était cet objet, s'il avait une valeur particulière, pourquoi en faire un autre ? On peut dire que l'architecture contemporaine est une manière de créer du patrimoine, c'est sûr. On peut dire aussi que finalement, l'architecture contemporaine, on peut l'appliquer partout, aussi. Finalement, je pense qu'on manque d'éclairage. Il faut laisser la parole aux spécialistes de ces questions, aux spécialistes du 19e siècle, ce qui n'est pas du tout mon cas. Évidemment, moi je suis médiéviste, j'aurais tendance à dire qu'un objet 19e dans une église médiévale n'a pas forcément lieu d'être, mais est-ce qu'un autre a plus lieu d'être dans une cathédrale ? Et puis est-ce que cet objet il est médiéval ou pas, dans le sens où aujourd'hui on a notre vision du début du 21e siècle sur le Moyen-Âge, mais c'est qu'un modèle. On se fait une idée du Moyen-Âge et après on réfléchit sur ce qu'était le Moyen-Âge en fonction des repères qu'on s'est construits et qui sont des repères parfaitement artificiels et absolument pas conscients. C'était la même chose au 19e siècle, ce sera la même chose au siècle suivant. Donc toutes ces questions sont des questions, je pense, qu'il faut surtout aborder de façon non passionnelle. Je crois que c'est vraiment le sujet, prendre le temps de réfléchir, poser les éléments, discuter, choisir peut-être quelque chose ensemble. Je sais pas si c'est faisable ou pas, ça risque d'être compliqué, mais voilà. Dans le prochain épisode de cette série spéciale consacrée à Notre-Dame de Paris, nous parlerons d'un élément très important de la cathédrale que nous avons déjà commencé à aborder dans l'épisode que vous venez d'écouter, la flèche du 19e siècle, avec une personne qui l'a étudiée en détail. Merci à Clément Nouguier pour le générique de cette série, merci à Dean pour la magnifique illustration, merci à Jonathan, le mec d'Osef, pour le montage, et merci aux personnes qui soutiennent Passion médiéviste sur Tipeee et qui ont permis le financement de cette série spéciale. La flèche de Notre-Dame, pendant très longtemps, elle a été probablement le plus haut point en fait, de Paris.